Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres. Cotonou, ville africaine de plus en plus attractive derrière des programmes de transformation du cadre de vie tel le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC. On ira voir les ouvrages qui transforment le 6e arrondissement de Cotonou. Le Bénin s'enorgueillit de compter désormais parmi les destinations les plus courues de la planète. Le berceau du Vaudou fait partie des meilleurs plans de voyage en 2025. Écho de fierté avec le ministre du Tourisme. Écho aussi dans ce journal des législatives au Tchad, de vagues d'enlèvement au Kenya et du décès à 100 ans de l'ancien président américain Jimmy Carter. Bienvenue à toutes et à tous. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec ces livraisons de l'actualité qu'on commence volontiers avec cette image rare dans l'actualité. Le chef de l'État au milieu des militaires regroupés à la caserne de Dessa à Alada, loin de leurs proches. Ces hommes et femmes en armes ont vu leur isolement ordinaire professionnel rompu par un séjour présidentiel de quelques heures. Dans ce moment rare, l'émotion était au rendez-vous. Dans un moment de proximité avec les forces de défense, le chef de l'État saluait le courage des militaires béninois et rendu hommage aux héros tombés au front. Retour sur une journée marquée de gestes et échanges chargés de symboles. C'est avec Marcel Arrossi en témoin. C'est un moment rare, un symbole fort. Lundi 30 décembre 2024, Patrice Talon est accueilli avec honneur à la caserne militaire de Dessa, à Alada. Il tient à honorer ces hommes et femmes qui incarnent le courage, le sacrifice et l'amour de la patrie. Une fois en salle, il n'a pas tardé à poser des mots sur l'essentiel. Mais avant, c'est le chef d'état-major général des armées qui s'exprime. Monsieur le Président, cette visite que vous effectuez à la fin d'une année particulièrement éprouvante pour les forces de défense et de sécurité témoigne de l'attention sincère que vous leur portez. Je voudrais donc, au nom de mes frères d'armes, vous témoigner notre gratitude pour tout ce que vous entreprenez à notre endroit et vous renouveler notre engagement à offrir à nos paisibles populations la sécurité et la quiétude auxquelles elles ont droit. Monsieur le Président, alors que cette année 2024 s'achève et que 2025 s'annonce, je voudrais vous demander de bien vouloir recevoir par ma voix et pour l'année 2025 nos meilleurs vœux. J'adresse également ces vœux de bonne santé et de prospérité à votre famille qui partage vos moments de stress, de défis et souvent de succès dans l'exécution de votre sacerdoce. Avec l'évolution de nos systèmes d'armes et donc de notre outil de défense, avec l'amélioration des savoir-faire de nos ressources humaines, j'ai foi que ces moments de grand stress seront bientôt derrière nous. Nous prenons donc l'engagement de mieux faire face à l'hydre terroriste, quelle que soit l'évolution de leur mode d'action et de leur environnement géopolitique dans la sous-région. Merci. Puis, dans un discours simple mais chargé d'émotion, Patrice Talon exprime sa gratitude au nom du peuple béninois. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Sous les applaudissements des officiers, sous-officiers et militaires de rang, le chef de l'État ne cache pas son émotion. Je suis fier de vous. Seulement 5 mots, simples mais puissants,
qui résonne comme une promesse de soutien indéfectible. Partant d'un hommage solennel rendu aux soldats tombés au front dans un moment empreint d'humanité, le président souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les militaires. Et j'ai une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté. Je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres et celle de Dessa, ici à Alada, en un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. Chers militaires, si nous en faisons autant, c'est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance. À vous d'en faire davantage pour mieux assurer la défense de l'intégrité du territoire national, protéger toutes les Béninoises et tous les Béninois afin que chacun s'investisse plus encore à la cause de notre développement qui s'amorce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter bonne fête pour clôturer l'année 2024 et entrer gaiement dans la nouvelle année 2025 encore plus prometteuse et victorieuse pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense. À chacun de vous et à vos proches, dont le bien-être conditionne votre bien-être propre, je voudrais souhaiter une heureuse année 2025, prospère à tout point de vue. Fidèle à son style direct et pragmatique, Patrice Talon crée un moment unique de dialogue. Des préoccupations, des suggestions, mais aussi des mots d'encouragement sont échangés dans une ambiance chaleureuse. Et ce geste, inattendu, révélateur de son souci du détail, le président a tenu à vérifier l'état des sanitaires de la caserne, une manière de rappeler que l'excellence commence par les détails. La visite s'achève dans la convivialité autour d'un déjeuner partagé avec les soldats. Ce moment fraternel illustre la proximité du président avec ceux qui, au quotidien, protègent la paix et la stabilité du Bénin. Marcel Arrossi évoquait la convivialité. Au-delà de ces 5 mots, je suis fier de vous, d'un chef suprême des armées qui peut résonner comme une sorte de reconnaissance. Marquons un arrêt volontiers sur cette image conviviale d'un chef d'État qui nous a habitués à de la rectitude et à un maintien strict. À la caserne militaire de Dessa, Patrice Talon a brisé les protocoles pour se fondre au milieu des soldats. Marcel Arrossi nous raconte le moment. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée
et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. Un moment d'humilité qui valait le détour. Parlant d'humilité, penchons-nous sur une condition humble, une question sur un programme destiné à offrir du repas chaud à des mômes de familles humbles. Quelles sont à ce sujet les prévisions du gouvernement pour le programme alimentaire scolaire et la situation des AME en 2025? Les AME, entendez, les aspirants au métier d'enseignant. Éclairage avec le directeur général du budget qui a été recueilli par Rodrigue Ola Bababito, Simon Villon. Il a été déjà acté l'universalité du programme alimentaire scolaire à compter de la rentrée 2025-2026, où, quand vous regardez dans le budget 2025, vous verrez qu'il inscrit 29 113 432 000 francs CFA pour cette année. J'aborderai maintenant la question du reversement des AME. Dans le budget 2024, on avait prévu de reverser 3 000 au titre de l'année 2024. Mais face à 31 000 et face aux mesures d'allocation supplémentaires que le gouvernement a accordées à des enseignants qui exercent dans les mêmes établissements que les AME, le gouvernement a dû se rétracter d'abord pour donner plus de moyens aux 31 000 que de reverser les 3 000. Le temps de simuler quel sera l'impact financier global compte tenu des options, bien des critères qui seraient retenus. Mais qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour 2025? À l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il y a un comité interministériel qui a déjà fait des simulations sur la situation des AME. Entre cadres, entre techniciens, dans le comité interministériel dont je vous ai parlé, nous avons envisagé d'autres critères de reversement qui intègrent d'autres paramètres d'équité, bien sûr, pour pouvoir proposer bientôt au gouvernement la démarche de reversement de nos compatriotes qui font aujourd'hui 31 000, mais qui sont d'importants acteurs de notre système éducatif. On prend date pour 2025. Penchons-nous à présent sur l'anniversaire d'un texte clé qui régit la vie familiale au Bénin. Le Code béninois des personnes et de la famille a 20 ans cette année. Un colloque scientifique est organisé pour marquer la date. Il est co-organisé par l'Association béninoise des droits de la famille, la Chambre nationale des notaires du Bénin et l'association SOS Village d'enfants. A-t-il vieilli au regard de l'évolution sociologique en 20 ans? Laissons-nous édifier par le sujet de Benjamin Denayon et d'Alexandra Diotan. Adopté par l'Assemblée nationale en 2004, le Code des personnes et de la famille est l'acte juridique qui régit la vie du citoyen béninois de sa naissance à sa mort. Il régit les questions d'état civil, du mariage, de la succession et la séparation. Les voix sont unanimes sur un point essentiel 20 ans après son adoption. C'est toujours bon de se réunir et de faire le bilan. À un moment où l'image de ce code est de plus en plus ternie, à un moment où nous assistons également à la crise de certaines institutions, notamment la famille, je veux parler là du mariage, aux crises du divorce, la procréation médicalement assistée, un universitaire, quel que soit son grade, peut-il tenir un discours aussi crédible pour parler de l'irréprochabilité de ce code? L'impact du code sera évalué sous différents angles par le collège d'acteurs conviés à ce colloque. Des spécialistes nationaux en matière de droit, de la sociologie, de la psychologie et de la géographie.
Des experts internationaux sont également associés. J'interviendrai sur le contentieux familial. Comment est-ce que nous pouvons régler les litiges familiaux tout en résolvant les conflits? Je vais parler de l'activité au foyer du conjoint. Pendant longtemps, l'activité au foyer du conjoint a été pensée comme activité de la femme au foyer. Et le gros problème qu'il y a jusqu'à présent, c'était de dire que cette activité était du non-travail. C'est l'occasion plus que jamais d'apporter chacune et chacun vos précieuses contributions au balisage de la famille béninoise dans son contexte actuel et face à ces défis dans son environnement local. Les réflexions issues de ces travaux vont servir de base à la révision future du Code des personnes et de la famille. Penchons-nous à présent sur notre environnement et notre cadre de vie à travers une série de sujets. Allons voir comment on s'adapte au changement climatique à Bassila. Cette commune bénéficie d'un projet de résilience qui fait focus sur les plus vulnérables. Un projet y est dédié. Voyons sa particularité et comment il est prévu de voir ce projet se déployer avec Alexis Segbemon et Amandine Aniambossou. Bassila, commune la plus boisée du département de la Donga, est drastiquement frappée par les effets des changements climatiques. Les populations riveraines des forêts classées de cette localité prélèvent chaque fois un peu plus les ressources naturelles disponibles pour assurer le suivi. Cela réduit bien évidemment la superficie des peuplements forestiers avec des conséquences sociales considérables. Désormais, grâce au projet de renforcement de la résilience au changement climatique, des populations riveraines des forêts classées de Bassila et de Pénésoulou, elles peuvent surmonter les chocs climatiques auxquels elles sont confrontées. Ce projet ouvre donc une nouvelle ère à Bassila et boostera davantage la production agricole, l'augmentation des revenus et la création de l'emploi. Ce projet est entièrement financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. La TDA 4, en tant qu'entité d'exécution de ce projet, devra aussi veiller à la mise en œuvre et au respect des réformes ou des normes environnementales, sociales et du genre. C'est donc une solution satisfaisante pour les populations dont la souffrance a atteint la cote d'alerte. L'ambition est de réduire la pression anthropique sur les ressources forestières. Nous avons 3 objectifs. Le premier est de renforcer les capacités des petits agriculteurs les plus vulnérables en matière de bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique. Le second est de développer les chaînes de valeur dans les secteurs porteurs afin de diversifier les sources de revenus des communautés les plus vulnérables. Et le troisième est de renforcer le cadre de gouvernance et la gestion locale pour l'adaptation au changement climatique. Ce projet s'arrime bien avec les objectifs du développement durable. Sa mise en œuvre contribuera à la réalisation des objectifs des contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris et de la Convention sur la diversité biologique. D'un coût d'environ 1,8 milliard de francs CFA, le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des populations riveraines des forêts classées de Bassila et de Pénésoulou dans la région centre du Bénin dure 4 ans. Et pendant qu'on s'active à travers le Bénin pour développer de la résilience climatique aux communautés, eh bien cette bonne nouvelle, le Bénin est désormais une destination touristique incontournable sur la planète. Il fait d'ailleurs partie des meilleurs choix de pays programmés pour être visités en 2025. Annonce flatteuse pour le Bénin. Le ministre du Tourisme s'en fait à juste titre écho au micro de Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Nous avons toujours, depuis 2 ans, été classés dans les destinations d'avenir. Et le président l'a cité à suffisance, des magazines ou des organisations qui font autorité en matière de tourisme prédisent que le Bénin est dans les 20 premières destinations de l'année à venir. Et nous avons également l'ambition non seulement d'être dans les 25 premiers, mais peut-être très bientôt dans les 10 premiers. Pourquoi pas? Parce qu'il y a de quoi. Il ne faut pas penser que c'est de
de la présomption. Le Bénin a la matière pour cela. Le Bénin, comme je l'ai souvent dit, n'a peut-être pas de richesse du sous-sol, en tout cas pas exploitable suffisamment pour l'instant, mais nous avons ce tort-là, l'or patrimonial et culturel, artistique, que nous avons à profusion et que nous allons évidemment exploiter pour nourrir le Bénin, donner de l'emploi aux jeunes et impacter le PIB. Le Bénin Tourisme est là également pour pouvoir nous aider à montrer que notre pays, le Bénin, est véritablement un monde de splendeur. Il faut que chacun de vous retienne cette signature désormais de notre pays pour qu'à travers le monde, les gens retiennent que notre pays est un pays de splendeur. Et cette splendeur-là, justement, c'est entre autres ce que nous allons montrer pendant cette première édition des Vodundés. Il n'y a pas de hasard, sans doute, dans l'attrait que suscite le Bénin. Derrière, sans doute, des trésors du patrimoine, des attraits, mais toute une politique volontariste de développement de l'offre touristique aussi. Tenez, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou produit des résultats qui valent le détour. Les ouvrages érigés ont changé bien de décor dans la ville vitrine. Profitons de la réception provisoire des travaux pour aller voir les transformations dans le 6e arrondissement de Cotonou. C'est avec Renaud Akapo et Jules Akoikou. C'est au pas de charge que l'équipe de la CIRATS a conduit cette opération. Arrivée sur le site du 6e arrondissement de Cotonou, la délégation conduite par le coordonnateur du PAPC n'a pas tardé. Elle a sillonné les différents pans du chantier pour s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément au cahier de charge. Nous sommes arrivés pour procéder à la réception d'une partie des travaux du PAPC, notamment la partie financée par la BEI, la Banque européenne d'investissement. Toutes les réserves qui avaient été formulées ont été levées. Par conséquent, on peut juger que les travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges de l'entreprise. En quoi consistent ces travaux? Il y a des collecteurs d'assainissement primaire, des rues ont été pavées, la sécurité a été renforcée dans la zone par l'installation d'éclairage public. Il y a eu de l'engazonnement et, disons, d'une manière plus générale, des aménagements paysagers. Le coût, c'est de 5,9 milliards de francs CFA. Les zones traversées par ces ouvrages d'assainissement affichent désormais une fière allure. Les quartiers Aïdjedo, Toweta, Djidje ou encore à Rwansori-Ladji ont ainsi franchi une étape cruciale dans leur vulnérabilité face aux inondations. À la remise de site, c'était très difficile même de marcher sur ce tronçon que nous venons de parcourir. Le tas d'ordures s'élevait à près de 400 mètres au-dessus du sol, sans oublier la partie qui est enterrée. Donc les travaux ont été vraiment très complexes, mais nous avons quand même mis du savoir-faire qu'il faut. Et vous voyez aujourd'hui l'image que ça donne. Donc on peut effectivement garantir que les ouvrages qui ont été réalisés ont vraiment contribué très très sensiblement à la protection contre les inondations dans la zone traversée. Après la réception provisoire de ces travaux, confiée à l'entreprise chinoise JWHC, une veille sera observée sur une durée d'1 an pour s'assurer que l'ensemble des ouvrages réalisés répondent aux normes requises. Et ce n'est qu'après cette période de garantie qu'une réception définitive sera faite. Mais en attendant, les habitants des zones impactées par le PAPC applaudissent à grands cris. C'est une fierté pour nous d'avoir bénéficié de cet ouvrage d'assainissement pluvial. Parce que là où nous sommes ici, c'est un cœur bas-fond. Cet ambitieux programme mené par la CIRATS, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, porte les germes d'une profonde métamorphose. Il génère des avancées majeures dans la lutte contre les inondations dans la métropole économique Cotonou. Fin décembre, nous sommes à la veille du mois de janvier, mois caractérisé pour certains par une
sécheresse financière. Oui, le phénomène surnommé la janviose par d'aucuns serait une conséquence de la célébration fastueuse des fêtes de fin d'année. Quelle parade à la tentation dépensière qui assèche les poches. Tentative de réponse dans ce dossier signé Jennifer Sativi et Igor Ayoso. On dépense trop de l'argent et après la fête là, on rentre dans la galère. C'est la même rengaine chaque année. Le mois de janvier est considéré comme l'un des plus stressants de l'année sur le plan financier. Pendant la fête de Noël, les enfants se stressent, ils font des cadeaux. En janvier, on prépare, on s'habille. On dépense pour la famille. Et on dépense pour soi-même. Quand tu as des projets à faire, on dépense pour ça. Nous avons tellement de choses que nous faisons et beaucoup attendent d'abord la veille de janvier pour pouvoir se préparer. Le phénomène surnommé la janviose est la conséquence directe d'une mauvaise gestion financière. Pour se prémunir, il convient avant tout de se limiter à ses moyens financiers afin d'éviter la surconsommation. Ne pas aller prendre un cadeau de 10 000 francs alors que j'ai une capacité d'offrir un cadeau de 5 000 francs. C'est là le problème. Nous exagérons dans les dépenses. C'est ces choses que nous faisons qui font que, l'après-fête, à partir du mois de janvier, comme en griffe les gens le disent, le mois de janvier compte 3 mois. Janvier n'a jamais compté 32 jours. C'est toujours alors le nombre de jours que ça compte. Et c'est parce qu'en fait, la pression financière fait qu'on estime que janvier n'a qu'à vite passer pour qu'on puisse avoir une nouvelle paye. Première des choses, j'identifie d'abord mes besoins et je vais faire recours maintenant à ce que j'ai comme ressources. Et à base de ça maintenant, je fais maintenant l'arbitrage. Je dis voilà l'argent que j'ai, voilà ce que je peux faire. Ça veut dire que ça m'évite même d'ailleurs même les gaspillages. Autre alternative, la planification du budget des fêtes plusieurs mois à l'avance. Il faut planifier vraiment les sorties que vous voulez faire. La fête de Noël vient, qu'est-ce que je dois pouvoir faire? Quel est le budget de la fête? Il faut prévoir ça. Donc il ne faut pas attendre forcément la fête avant de dire maintenant où est-ce que je vais trouver l'argent pour aller fêter. Il s'agira de s'organiser, d'anticiper un peu sur les fêtes avant que l'événement là ne vienne. Je sais que la fête vient dans 6 mois. Bon, je vais au marché, je prends un pain de 10 000 francs. Je mets ça là et après le mois qui suit, ou 3 mois après, je peux coudre. Mais si je dois attendre que le salaire du mois de décembre couvre toutes ces dépenses, c'est là qu'on rentre dans un déficit et en janvier, on a du mal à s'en sortir. Et lorsque ces mesures n'ont pas été prises, une bonne répartition des ressources disponibles peut aussi être une issue. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a certains qui peut-être ont déjà prévu d'aller à tel endroit pour se faire du plaisir, qui peuvent surseoir ces programmes. Si vous avez l'habitude d'acheter, je dis n'importe quoi, 5 kilos de riz, et vous achetez les 5 kilos de riz, au lieu de préparer peut-être les 4 ou bien 3, vous réduisez ça à 2, pour que le reste là, puisse gérer également ça dans la période. Adopter des résolutions saines et convenables reste donc la solution adaptée face à cette crise financière suite aux fêtes de fin d'année. Hors du Bénin, écho au Tchad des élections législatives, municipales et provinciales au Kenya. Cette vague d'enlèvement qui suscite émoi et colère et puis la mort à 100 ans de l'ancien président américain Jimmy Carter. Voici les échos. 3 élections pour mettre fin à 3 ans de transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby, comme souvent vêtu de blanc avec des lunettes de soleil, a accompli son devoir. On note tout de même une faible participation avec 52,37% à la clôture des bureaux de vote et des soupçons de fraude relevés par l'opposition qui avait appelé à boycotter le scrutin. Ces élections interviennent dans un contexte géopolitique mouvant avec le retrait en cours de l'armée française. Au Kenya, Billy Mwangi est toujours porté disparu. Il s'agit d'un jeune influenceur de 24 ans qui aurait été enlevé
peu après avoir publié une photo générée à l'aide de l'intelligence artificielle où on voit le président William Ruto allongé dans un cercueil. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans la localité d'Embu au sud-est de la capitale Nairobi. Au total, 29 des 82 personnes disparues depuis le mois de juin et recensées par la Commission nationale des droits de l'homme au Kenya sont toujours introuvables. La police nie être impliquée dans les disparitions. Les militants, eux, se demandent pourquoi les forces de l'ordre ne semblent pas enquêter sur les enlèvements. Aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter est décédé à l'âge canonique de 100 ans. Chef de l'État de 1977 à 1981, il était connu pour son sens de la diplomatie et son attachement au respect des droits de l'homme. Histoire moins connue, il a été le premier président des États-Unis à fouler les terres d'Afrique subsaharienne, continent aux liens pourtant très étroits avec son pays. Il aimait dire que lors de son mandat, il a fourni plus d'efforts à pacifier l'Afrique australe que le Moyen-Orient. C'est sur ce crochet à l'étranger offert par Estelle Pazou que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous. Nous avons